Bienvenue sur Ici Beyrouth pour une interview exclusive avec un homme qui fut l'un des personnages les plus puissants de la planète, l'ancien président de la République française, François Hollande. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous devant cette jolie bibliothèque. Vous lisez beaucoup? J'ai le temps maintenant, un peu plus qu'avant. Alors vous écrivez aussi. Et j'écris J'ai aussi. amené votre livre, nouveau livre, Affronter, chez Stock, résolument offensif. Alors ça va faire 5 ans que vous avez quitté l'Élysée. Est-ce que le pouvoir vous manque? Non, je ne suis pas accroché au pouvoir comme certains l'imaginent. Je pense que le pouvoir est un moment très important pour exercer des fonctions et agir sur le monde. Mais on peut vivre sans le pouvoir. On n'est pas obligé d'être toujours obsédé par l'idée de le reconquérir. En revanche, je suis inquiet de la situation du monde et c'est là que je voudrais que plus de pouvoir s'exerce. Alors on va parler de la situation du monde en commençant par le Liban. Depuis 2019, le Liban connaît une crise économique, une crise politique, une classe dirigeante qui ne veut pas partir, qui est corrompue, les gens sont appauvris, plus rien ne fonctionne dans le pays. Puis il y a eu le cataclysmique la cataclysmique explosion du 4 août. Dès le lendemain, le président français est allé là-bas, il a porté ce qu'on a appelé l'initiative française. En gros, il s'agissait de nommer un gouvernement d'indépendants qui allait faire des réformes, et grâce à ces réformes, les Libanais allaient avoir de l'argent. Est-ce que c'est un succès pour vous? L'initiative était tout à fait soutenable. Elle était à un moment où elle s'est exprimée sans doute espérée, mais elle n'a pas donné les résultats que l'on souhaitait, que l'on attendait. Et pour la population libanaise, c'est une très grande déception. Déception parce que le gouvernement n'a pas été véritablement constitué sur ses bases. Et l'autre déception, c'est que l'aide n'est pas venue, ou pas suffisamment venue. Et même si maintenant les liens avec l'Arabie Saoudite se sont rétablis, il n'en reste pas moins que les investissements ne sont pas là. Et donc pour le Liban, ce qu'il représentait, c'est une extrême fragilité et une détresse pour la population. C'est vrai que moi j'espérais que la France puisse être plus active. Il y a un moment où on peut poser des conditions politiques, mais le premier devoir de la France, c'est de soutenir le Liban. Je connais suffisamment la complexité de la réalité libanaise et de la vie politique libanaise pour savoir qu'on n'allait pas constituer tout de suite un gouvernement transparent où l'ensemble des parties prenantes allaient être là représentées. Mais je pense qu'il faut d'abord aider le Liban, apporter des moyens, des financements, en passant par les organisations non gouvernementales, oui, mais aussi par les autorités du Liban. À un moment, le Liban a un gouvernement, même si ce n'est pas celui auquel nous aurions souhaité converser, c'est le gouvernement qui est en place. Alors le gouvernement qui est en place n'est même pas capable de se réunir. Et donc c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que si on n'aide pas le Liban, c'est le peuple qui souffre, pas la classe dirigeante. Et si on l'aide, il y a des chances que la classe dirigeante vole l'argent. Oui, mais je sais bien qu'on est devant un dilemme. Mais face à ce dilemme, il dure depuis des années, on ne le découvre pas aujourd'hui. Donc il serait bien sûr préférable qu'il y ait un autre gouvernement, il serait bien sûr préférable qu'il y ait une autre façon de répartir les postes au Liban. Et il serait préférable qu'il y ait une lutte efficace contre la corruption. Oui, mais pendant ce temps-là, le Liban expire. Donc je pense qu'il y a une solidarité qui doit s'affirmer, ce qui ne veut pas dire de ne pas poser des exigences politiques. Mais moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que c'est plutôt les Iraniens qui viennent travailler à l'intérieur du Liban pour montrer que eux, ils sont généreux, que eux, ils peuvent apporter un certain nombre de soutiens directs ou indirects. Et on voit bien les risques que ça peut avoir sur la société libanaise. On va parler des Iraniens. Je voudrais parler, vous êtes un Européen ultra convaincu. Alors l'Europe a été complètement absente de la scène libanaise. C'est la France qui mène sa barque toute seule. Il n'y a pas de sanctions, ou peu de sanctions, ou de timides sanctions sur les dirigeants libanais, ce qui serait quand même mieux que sur le peuple. Donc est-ce que vous pensez qu'il faudrait que l'Europe des 27 puisse agir clairement, ouvertement, pendant des sanctions contre les dirigeants libanais qui n'appliquent aucune demande de la communauté internationale et laissent le peuple mourir de faim? Oui, l'Europe, elle ne doit pas simplement être une caisse qui s'ouvre et encore assez timidement. Elle doit être capable
fournir non seulement un soutien, mais poser des règles politiques. Et le pire pour le Liban, c'est l'indifférence. C'est que ça ne devienne même plus un enjeu. Que l'on pense que ça a toujours été comme ça et que ça continuera à être comme ça. Donc je pense qu'effectivement, la bonne initiative, c'est, après les élections en France, maintenant qu'un gouvernement est installé aussi en Allemagne, c'est qu'il puisse y avoir au moins une initiative franco-allemande sur le Liban. Ah, c'est ce que vous feriez. Oui, parce que je pense que chaque fois que la France le fait, bien sûr qu'elle le fait au nom de son amitié, au nom de sa présence historique. Mais c'est bien qu'il y ait aussi un grand pays comme l'Allemagne qui s'investisse davantage sur les sujets du Proche et du Moyen-Orient. Alors, le Liban est aussi l'otage d'enjeux régionaux. Votre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a été l'un des artisans de l'accord nucléaire iranien. Là, l'accord nucléaire iranien est en train d'être rediscuté ou négocié à Vienne. On ne peut pas parler d'un franc succès. Est-ce que vous craignez une guerre dans la région? L'hypothèse de la guerre, elle est là. Elle n'est pas simplement là, dans cette région. Elle est là en Ukraine, elle est là en mer de Chine. Donc l'idée de la guerre que l'on avait longtemps repoussée, je parle de la guerre générale, elle est là. Donc oui, il est possible que si les discussions ne se concluent pas avec l'Iran, Israël prenne des initiatives. On le sait. Quand j'ai, avec Laurent Fabius, fait participer la France à l'accord sur le nucléaire, c'est bien parce qu'on savait qu'il y avait une menace très directe et que si l'Iran accédait à l'arme nucléaire, Israël ne resterait pas sans répondre. On le savait aussi que les États-Unis, à l'époque, c'était Barack Obama, auraient appuyé peut-être la réaction d'Israël. Donc à partir de là, nous avons tout fait pour qu'il y ait cet accord sur le nucléaire. Donald Trump l'a abandonné, c'est une grave faute. Maintenant, il faut le reprendre, mais il faut que les Iraniens sachent bien que le temps est compté. Oui. Et alors, dans les deux cas, qu'il y ait un accord ou qu'il y ait une guerre, les Libanais craignent d'être un objet, une carte à marchander. Vous pensez ça aussi? C'est-à-dire, ils sont perdants-perdants. Non, il faut que le Liban arrête de penser qu'il est le centre du monde. qu'il va perdre dans tous les cas de figure et qu'il est l'objet de tractations sombres. Non, le Liban existe, le Liban doit vivre, et le Liban n'est pas au cœur des négociations en cours. Ça, vous le savez. Oui. Enfin, je n'ai pas d'informations particulières, mais ce n'est pas le Liban qui est en cause. C'est plus, j'allais dire, pardon pour le Liban, mais c'est encore plus grave que ça. Oui. Alors, vous avez été le président le plus guerrier de la Ve République. Vous êtes intervenu en Irak, en Libye, en Syrie, au Mali, en Centrafrique, on va en parler. Mais la Syrie, vous étiez face à un dilemme là aussi. En 2013, vous aviez voulu faire des frappes contre le régime d'Assad parce qu'il utilisait des armes chimiques. Et puis après, vous avez fait marche arrière parce que Barack Obama lui-même a fait marche arrière. Et après, vous avez fait des frappes contre Daesh. Alors c'est très compliqué la Syrie aussi. Si on tape les islamistes, ça renforce Bachar el-Assad. Si on tape Bachar el-Assad, ça renforce les islamistes. On fait quoi? Enfin, en août 2013, si on avait frappé Bachar el-Assad et ses installations, il n'y aurait pas eu la création de l'État islamique et des groupes radicaux en Syrie. Je ne dis pas qu'il n'existait pas, mais il n'aurait pas pu avoir de prise sur une partie de la population. Si Barack Obama avait fait le choix que j'étais prêt à partager, nous aurions sans doute à terme fait partir Bachar el-Assad. Puisqu'il n'y a pas eu ce coup d'arrêt, on voit ce qui s'est produit. L'État islamique et Bachar el-Assad. L'État islamique a été éradiqué par la coalition que nous avons constituée, mais Bachar el-Assad, maintenant, s'est affirmé sur une partie de la Syrie, sur la Syrie utile. C'est d'une certaine façon une victoire pour les Russes, une victoire pour les Iraniens, les Iraniens et une défaite pour l'Occident. Et au-delà de ses intérêts géostratégiques, une défaite pour l'idée que l'on se fait des droits humains, puisque Bachar el-Assad a massacré son peuple, puisqu'il a utilisé des armes chimiques, puisqu'il continue encore à agir. Donc on voit bien qu'il y a eu par défaut de l'intervention. Vous disiez, j'ai été un des présidents qui a voulu le plus intervenir. Mais oui, il faut intervenir à un moment où c'est nécessaire. Et si on n'intervient pas, d'autres le font à notre place. Et regardez ce qui se passe dans votre région. Et regardez comment l'Iran notamment, pas seulement l'Iran, arrive à porter un certain nombre
d'action et avoir des résultats. Dans votre livre, vous parlez aussi de la renaissance des empires, notamment l'Empire russe. Là, c'est un exemple concret. Oui, on a l'Empire russe, on a aussi la Turquie. La Turquie, Donc l'Iran. on voit bien l'Iran, on voit bien comment ces trois empires se partagent cette partie-là de la région. Et vous n'êtes pas non plus sans observer qu'au Liban même, il y a maintenant une influence de la Turquie plus grande que Oui, dans par le le nord. passé, dans le nord. Alors, le Mali, la France est intervenue avec, à l'époque, Serval. Puis 9 ans après, maintenant, ça s'appelle Barkhane. Mais c'est vrai que les islamistes qui devaient prendre Bamako, voire Dakar, ils ont été arrêtés, mais on n'a pas l'impression que ça a changé grand-chose. C'est un succès, Bah, ça a déjà empêché c'est ça. le fait que des islamistes puissent prendre des villes très importantes dans l'ouest de l'Afrique. Je m'étais souvent posé cette question, comment quelques milliers d'hommes armés peuvent arriver à contrôler une ville de plusieurs millions d'habitants? On en a eu la preuve maintenant. On a eu Mossoul en Irak, on a eu des villes Raqqa en Syrie, on a eu là en Afghanistan le contrôle par les talibans de la plupart des villes dans un délai très rapide, sans avoir beaucoup d'hommes. Donc là, il y avait un risque majeur. Est-ce qu'il faut pour autant rester? C'est la grande question. Oui, il faut rester tant que les autorités, notamment du Mali, mais pas seulement du Mali, du Burkina Faso, du Niger, nous le demandent. La France ne cherche pas des intérêts économiques, des intérêts financiers dans cette région. La France, elle cherche simplement à lutter contre le terrorisme islamiste, contre des groupes armés qui terrorisent la population, qui la massacrent. Donc à partir de là, moi je suis partisan que la France, avec l'Europe, avec les Africains, reste dans cette partie-là du monde. Alors, l'Europe, elle n'est pas très présente, il faut le reconnaître, avec Barkhane. Là aussi. Non, là aussi, ça fait partie de ce qu'on peut attendre des prochains mois ou des prochaines années, une Europe de la défense à quelques pays, et qui pourrait justement marquer sa première préférence pour l'action extérieure, sa première acte d'existence, en étant présent là où il y a des menaces sérieuses sur sa propre sécurité. Et il y a des nouveaux venus, les Russes, par exemple, en Centrafrique, avec leurs mercenaires Wagner. Oui, et Vous au pensez Mali que c'est aussi. au Mali aussi. Et en Donc on voit Libye bien aussi. que les Russes utilisent une autre tactique, c'est-à-dire en disant mais nous n'intervenons pas dans ces régions, mais nous avons des sociétés privées. Vous voyez un pays comme la France avoir des sociétés privées qui les mettraient au service d'États indépendants pour mener des actions qui seraient celles garantissant la sécurité de ces populations? Tout le monde mettrait à l'index un pays démocratique comme la France. Or, les Russes, enfin, je ne confonds pas les Russes avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a aujourd'hui des sociétés privées qui interviennent. Vous avez cité le Centrafrique, avec un contrôle aussi d'un certain nombre de ressources, notamment de diamants. Ils sont intervenus en Libye et interviennent maintenant, ou sont supposés intervenir au Mali. Ben, il faut là aussi porter un coup d'arrêt à ce type d'influence, en disant nous sommes disposés à aider les pays s'ils nous le demandent, mais nous ne sommes pas prêts à accepter que des sociétés privées, qui sont en fait des annexes de l'État russe, puissent intervenir pour agir dans la perspective de quoi d'ailleurs? De maintien de conflits, parce que la Russie a besoin de conflits, des conflits qu'on appelle gelés, c'est-à-dire des conflits qui ne se terminent jamais, pour justement avoir à porter ses intérêts partout dans le monde. En fait, là où la France recule... Là où l'Occident recule, oui. là où l'Europe n'est pas là, là où les États-Unis ne veulent plus s'investir, eh bien ce sont d'autres empires. La Chine, quand elle le peut, la Russie, parce que sa perspective stratégique, c'est de reprendre ce qu'étaient autrefois les pays dans l'Union soviétique, c'est de retrouver finalement cette forme de glacis. Et puis la Turquie, qui rêve d'un empire, et l'Iran, qui continue ses actions de conversion autour du schisme. Alors, l'Europe, vous dites que le Brexit ne fera pas forcément des mules parce qu'il a été tellement compliqué à mettre en place pour le Royaume-Uni que vous craignez le démantèlement du Royaume-Uni. Oui, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, plus aucun pays en Europe ne veut quitter l'Union. Et de ce point de vue, le Royaume-Uni a été le contre-exemple parfait, jusqu'au point où maintenant Boris Johnson est lui-même contesté par les siens, où le secrétaire d'État qui était chargé du Brexit vient de démissionner, où les pénuries se sont ajoutées aux pénuries et où il y a une tension
et en Écosse et en Irlande du Nord, puisque l'accord avec l'Irlande du Nord est menacé. Pour toutes ces raisons, il n'y a plus aucun parti d'extrême droite même qui demande en Europe de sortir de l'Union européenne. Pour autant, est-ce que l'Union européenne va mieux? Non, elle s'est bien comportée pendant la crise sanitaire, mais on voit bien qu'il lui manque une dynamique, et cette dynamique ne peut pas venir à 27. Je l'ai fait par expérience. J'ai été membre de ce Conseil européen à l'époque de 28, puisqu'il y avait encore le Royaume-Uni. Et il ne pouvait pas y avoir d'initiative forte à 28. Il pouvait y avoir des consensus, mais c'était nécessaire. Donc je crois plus que jamais nécessaire qu'avec justement l'Allemagne, avec l'Italie, l'Espagne, d'autres pays, l'Europe puisse constituer une avant-garde pour justement agir en matière de politique extérieure. Alors, on a parlé de la renaissance de tous ces empires, et donc vous parlez d'hypothétique réveil de l'Europe, qui n'est pas pour demain, et vous dites la guerre est probable. Une guerre globale? Oui. C'est très inquiétant, ça. Oui, c'est très inquiétant. Vous n'êtes pas aussi pessimiste d'habitude? Non, je suis inquiet de la situation du monde, parce que jusque-là, la guerre avait toujours été là, présente. Des conflits, il y en avait eu nombreux depuis le second conflit mondial. Mais là, nous sommes dans des tensions extrêmes. La Russie a massé des troupes à la frontière ukrainienne, peut-être pour négocier, nous verrons bien. Mais s'il y a des troupes, c'est un moment pour qu'elles soient utilisées. La Chine est de plus en plus attentive à la situation de Taïwan. Les États-Unis ne savent pas comment répondre à une éventuelle incursion chinoise dans les eaux territoriales. Bon, donc, on voit bien qu'il y a des tensions très fortes. Et l'idée de la guerre qui avait été récusée, heureusement, le rôle de l'ONU avait été très important, aujourd'hui s'est installé. Et c'est pour ça qu'il faut réagir, et la communauté internationale doit absolument montrer plus de solidité, et ça dépend d'abord de l'Europe. C'est à l'Europe, face à des États-Unis qui sont maintenant de plus en plus vers la zone Pacifique, de plus en plus préoccupés par la Chine, c'est à l'Europe d'être un facteur d'équilibre. Mais pour être un facteur d'équilibre, il ne faut pas être neutre, il faut être actif. Un mot. En France, vous votez pour qui aux prochaines présidentielles? Ben, je suis socialiste, je voterai pour Anne Hidalgo. Donc, mais je ne sais pas, puisque aujourd'hui tout est encore en discussion. Je ne veux pas dire en ébullition, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait là comme une accélération d'un processus qui pourrait être victorieux. Pour l'instant, la gauche, elle est dans un état tout à fait divisé. Et les électeurs sont très préoccupés, parce que si la gauche n'est pas là, pas forcément rassemblée comme certains l'imaginent, mais là, en exprimant des positions fortes, crédibles, eh bien, la droite et l'extrême droite occuperont la scène, et Emmanuel Macron sera regardé comme un barrage. Or, dans une élection présidentielle, on ne vote pas simplement contre, on vote pour. Donc, que la gauche ne cherche pas plus longtemps son unité, que la gauche affirme d'abord ses propositions. Mais à un moment, c'est pas vous, le rassembleur, le patriarche de la gauche? Patriarche, vous êtes sévère. Vous êtes jeune, c'est vrai. Je suis encore jeune. Mais en tout cas, s'il faut faire preuve de sagesse, à un moment, la sagesse doit s'exprimer. D'accord. Je le ferai. Quand? Après les élections, avant? Il vaudrait mieux le faire avant. Il vaut mieux le faire avant. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir reçus. Restez sur Ici Beyrouth, sur notre application, notre site et l'ensemble des réseaux sociaux qui y apparaissent juste en dessous de l'écran. Merci.